Chers amis, chers internautes, bonjour. Alors nous sommes ravis de vous accueillir au Studio Liberté comme tous les mercredis. Aujourd'hui, nous avons encore une fois la chance d'être en ligne directe avec Clément Giraud que vous allez apercevoir très très vite. Je vous rappelle que c'est toujours dans le cadre de la thématique Passion Bleue. Jean-Guillaume Destremo et moi-même allons vous faire nous mettre en communication très rapidement avec Clément Giraud, qui est dans une situation que vous allez voir assez difficile. Il y a beaucoup de vent, c'est l'approche du Cap Horn et ça risque d'être assez musclé. En ce qui concerne, bien sûr, on fait un hommage appuyé à Georges Pernou qui nous a quittés, Thalassa. Qui n'a pas vu Thalassa? Je pense que même Clément Giraud, malgré son jeune âge, eh bien, a suivi toutes de nombreuses émissions de Thalassa. Voilà. Donc, un peu plus tard, avec Jean-Guillaume, on vous fera un récapitulatif de la course. Mais tout de suite, nous allons rejoindre Clément. Clément, tu nous entends? Tu es en direct maintenant avec nous. Ouais. Comment vas-tu? Salut. Salut. Toujours souriant. Eh ben écoute, ça va à fond là. À fond les ballons. Regarde, je sais pas si vous avez l'image. Ouais, génial. Oui, ça fonce, oui. Et ouais, bah écoute, ça va. Et j'ai un peu morflé il y a 2 jours sur la fin de dépression précédente là. J'ai pris vraiment beaucoup de vent. Il y a eu la nuit avec Miranda là où on a pris du près, où j'ai pris 45-47 nœuds. Et c'est surtout le lendemain là, ou le surlendemain, où vraiment la mer était grosse et enfin il y avait bien 5-6 mètres et je savais pas comment placer le bateau, je savais pas comment le toiler, j'osais pas regarder derrière, ça me faisait peur, les montagnes derrière ça me faisait peur. C'était pas génial, on va dire. Et puis ça s'est calmé dans la journée et puis ça a duré une 15aine d'heures quoi. Donc il fallait tenir bon. Et puis hier soir, donc ça s'est complètement cassé la figure. On s'est placé par rapport à la grosse dépression qui est derrière, là, qui est juste là. Hein. Je suis vraiment en bordure parce que si je longe bien la bordure, je vais aller vite et elle va m'emmener jusqu'au Cap Horn. Et du coup, entre 2 dépressions, il y a ce qu'on appelle une dorsale, ça veut dire que c'est une zone tampon, une zone sans vent. Et hier soir, j'ai mis à profit, alors j'ai dû perdre un peu sur Miranda, je pense, mais j'ai mis à profit cette zone de 100 vent qui était de 5-7 nœuds. Et je suis monté pas dans le mât, mais dans le génois pour le réparer. J'ai fait de la couture. J'ai affalé ma grand voile, j'avais des réparations à faire et il fallait que je fasse des ajustements de riz et des choses comme ça. Je me suis occupé de mes safrans, je me suis occupé de toutes les petites bricoles qui auraient pu qui pourraient me mettre mal par rapport à cette grosse dépression, parce que si je m'arrête maintenant, je me fais manger par plus de 55 nœuds ou 60 nœuds. Donc le but c'est d'aller très très vite. Donc là, c'est poker. Je vais tout dessus là. J'ai fait tapis. Je fais tapis sur les 20 prochaines heures. Je fais tapis. Bravo. Voilà. C'est vraiment le risque. Donc il faut. Effectivement, on constate que tu as des conditions. Oui, tu gardes le sourire, ce qui est magnifique, parce qu'il a vraiment un sourire absolument éblouissant. Chapeau, hein, parce qu'on voit que les conditions, et puis tu as comme une épée de Damoclès, c'est-à-dire il faut que tu ailles vite, parce qu'il ne faut pas que la dépression te rattrape. Est-ce que c'est ça, ouais. Clément, est-ce que c'est ça, ça il sourit. Est-ce que tes voiles vont bien justement à l'approche du Cap Horn et du mauvais temps que tu vas encore avoir? Est-ce que tout va bien sur le plan technique sur le bateau après tes vérifications? Disons un peu, disons que il y a quelques jours tu signalais des problèmes de voile, je crois, non? Ouais, j'ai mon petit Genaker que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise beaucoup et je sais pas pourquoi. Alors, je l'utilise toujours avec le J3, je sais pas pourquoi. Donc c'est avec une voile intermédiaire. Et c'est l'autre matin, ça justement après la grosse tempête, ça a baissé un petit peu. J'en ai profité pour faire toute la vérification du bateau. Alors toute la nuit, j'avais été sous le petit Genak. Et là, je m'aperçois que j'ai un trou de 60 cm dans le Genaker. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est une construction avec plusieurs panneaux, hein, c'est une voile à panneaux.
Et il n'y a qu'un panneau qui est abîmé comme si c'était pas le même rouleau de tissu, comme s'il avait vieilli prématurément par rapport à ceux qui l'entourent. Alors je pense qu'il y a un petit défaut de fabrication et voilà. Donc là je vais rentrer dans le bateau, j'aurais dû le réparer mais j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu la foi de le faire, faut que je déroule. Et j'attends d'avoir des conditions un peu plus calmes pour pouvoir le faire. Sinon, bah, justement hier soir j'avais un trou dans la grand voile qui est quand même de 30 cm, 40 cm. Mais je le surveillais depuis quelques jours, donc je voulais vraiment le réparer. Et puis ce génois, pareil, j'ai une écoute qui avait frotté sur le guindant du J2, et le J2 c'est une voile qu'on ne peut pas descendre. C'est une voile, elle est à poste, elle est structurelle, elle fait partie du bateau. Et du coup c'est toi qui es obligé de monter pour aller la réparer. Donc alors je te raconte pas, à 3h du matin, j'ai mis du gaz, comme on dit. Mais bon écoute, justement, le but c'est qu'il y ait moins de choses qui traînent. Voilà, depuis le début du Vendée, je m'astreins une voile qui est dans un sac, ça met pas à mal le bateau. Ça avancera moins vite, mais ça met pas à mal le bateau. Par contre, tu vois, les safrans les serrages de safran, les graissages de vide mulet, c'est des trucs, j'arrête pas de le faire. Je graisse mon vérin de quilles en permanence. Voilà. On va dire toutes les semaines, je mets un gros coup WD-40 et graisse partout dans les poulies, je check les lashings. Je fais vraiment super gaffe parce que je sais très bien comment ça part en barigoule en 2 secondes et demie, quoi. Tout ça parce que la fois d'avant t'es pas bien passé, t'as pas bien regardé, quoi. Et à chaque fois que tu cherches, t'en trouves, hein. Ah ben dis donc. Alors Clément, il y a de nombreuses questions de beaucoup de Toulonnais et de Toulonnaises. Évidemment, il y a l'école du Mourillon et en particulier la classe de CM2. Et il y a une question assez marrante qui dit: avez-vous trouvé la boîte à mots que nous avons préparée et qui a été cachée dans votre bateau? Nous avons vu que vous avez dû aller sous votre bateau, oui, retirer un bout coincé dans la quille. Avez-vous du matériel de plongée à bord? Effectivement, j'ai de quoi plonger. J'ai une toute petite bouteille de plongée que j'ai pas utilisée la dernière fois, ce qu'on appelle une spare air, qui te donne, je sais pas, une trentaine de boulets, je pense, à peu près, de quoi aller retirer un bout, justement. Mais autrement, on a du matériel pour plonger, des combinaisons, des plombs, des palmes, masques, tuba, tout ça. Ouais, on a du matériel. Et pour la première question? Première question, elle est posée par Oscar. Oui, j'ai trouvé. Oui. Alors la première question pour la fameuse boîte à mots. Vas-y. Oui, j'ai trouvé la boîte à mots. Et ça a changé. Boîte à mots, boîte à meux. Non, j'ai trouvé la boîte à mots. C'est excellent d'avoir tous ces petits messages. Alors le problème, c'est que je suis obligé de la laisser dans un sac parce qu'il fait tellement. Il fait tellement humide à l'intérieur du bateau que ça coule dans le bateau. Ça veut dire que c'est tout humide. Donc voilà, de temps en temps, j'en retire un. Oh là là. Super. Merci. Alors on a, alors bon là, il y a la question absolue évidemment de Notre-Dame des Missions là, une classe de 6e bleu et qui demande quels sont les pires moments de cette édition. Alors on espère qu'ils ne sont pas à venir. Alors j'espère qu'ils ne sont pas à venir. Et je pense que je te dis, c'est il y a 2 jours. Pour moi, c'est... autant de faire du près dans 45 nœuds, c'est une chose. Mais se faire prendre au portant comme ça par ces montagnes qui déferlent là... avec le bateau qui avance pas parce que tu peux pas le toiler, parce que c'est trop irrégulier, hein, tu n'as pas les bonnes voiles, tu n'as jamais les bonnes voiles. C'est fatigant, quoi. Ouais, j'aime pas ça. Et voilà. Et t'arrives à rester... qu'il n'y aura pas de pire. T'arrives à rester sous pilote ou bien quand tu es dans ces conditions, il faut que tu barres toi-même? Tu as confiance dans le pilote? Ben en fait, ça dépend... Ah mais la confiance dans le pilote pour faire ce que je suis en train de faire là, et puis depuis le début, t'es obligé de faire confiance au pilote. Alors, regarde comme il bosse bien. Regarde comme il bosse bien. Il n'y a pas de raison de pas lui faire confiance, hein. Oui, mais au vent arrière, ça peut être différent. Par contre, je le règle en permanence. Voilà, au vent arrière, le problème c'est au vent arrière sous-toilé. Donc effectivement, de temps en temps, je prends un petit peu la barre pour savoir ce que lui, il a, en fait.
je prends plus la barre pour l'aider et pour essayer de rééquilibrer le bateau. Voilà. Donc je re-règle, après ça je re-règle et là je peux lui donner une barre un peu moins pire, on va dire. Voilà, mais il tient, mais par contre tu mets comment on appelle ça, une retenue de baume et tout, hein, quand même, pour pas partir à la battée. En fait, ouais. Il faut régler le pilote. En fait, on a des fonctions différentes sur le pilote, dont des fonctions de lissage de vent, ce qu'on appelle de lissage. Ça veut dire le nombre d'informations de direction de vent par minute. Et en fait, on pense toujours qu'il faut en mettre beaucoup, mais quand on met beaucoup, le pilote, il cherche trop et du coup, il n'est pas au diapason de la mer, en fait. Et le but, c'est de trouver, entre le gain et le lissage, c'est de trouver le bon tempo pour que le pilote et le vent, ou le compas, aillent dans le même rythme que les départs de houle ou la vitesse du bateau. Donc voilà, donc le problème c'est que ça peut changer, le foie ça a changé 10 fois toutes les 10 minutes, quoi, donc voilà. Tu avais envoyé il y a quelques temps... Là, Bon après tu sais que ça dure un moment. Il y a quelques jours tu as envoyé de magnifiques images là, de marsouins ou de petits dauphins qui étaient autour de ton bateau, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et j'en ai revu un hier, le même type, alors je crois que c'est des sabliers, je crois que c'est des dauphins sabliers. J'en ai eu un hier d'ailleurs dans les trappes pendant que je travaillais, c'était énorme. Bah écoute, je sais pas, c'était magique comme moment parce que j'étais là et je les ai entendus, en fait j'avais pas trop de vent. Je les ai entendus, j'ai mis la tête et puis ils étaient autour du bateau. Et ça m'a fait un bien de voir des mammifères, quoi. De voir autre chose que des oiseaux, ça m'a fait un bien fou. Mais ça se voit dans la vidéo, je pense, je suis comme un gamin, quoi. Je suis euphorique, quoi, tu vois. Et ça m'a fait un bien parce que tu sais, ils te regardent, les dauphins. Ils sont sur le côté comme ça, surtout quand t'es à l'étrave, mais quand ils vont dehors, en fait, c'est pour te regarder, hein. Et ils te regardent comme ça, là, et t'as il y a un semblant de communication, si tu veux, et je sais pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Super. De les voir. Et en plus, ils sont magnifiques. C'est vrai qu'ils sont très très beaux, quoi. Ouais, ils sont super beaux. Ils sont esthétiques, ils sont un peu rondouillards. Tu sens qu'ils mangent bien dans le coin. Bah ouais. Ils mangent bien. Ouais, et ça doit pas manquer ici, hein. Ça doit pas manquer. Dis donc, il y a Oscar qui demande si tu penses avoir encore une chance de gagner la course. Et puis il y a Marie, que je salue, Marie Duvignac, qui demande si tu vas finir par manger Miranda. D'ailleurs, je salue Oscar aussi. Que ce soit bien clair. Que ce soit bien clair. Alors, non, je ne gagnerai pas la course. Je pense que là, ça devient d'une évidence. En fait, je me bats plus pour... mon objectif, ça serait d'essayer de ne pas avoir un océan d'écart. Voilà. Ça serait mon objectif, c'est de ne pas avoir un océan d'écart avec la tête de la course. C'est bien parti. Sachant que j'en ai quasiment plus d'un déjà. Ouais, j'espère. Je rattrape mon retard. Oui, ça va aller. Et est-ce que je vais manger Miranda? Bah écoute, il y a 2 jours, avant la tempête, j'aurais eu moyen de passer devant, mais c'est vraiment toute honnêteté. Et on préparait le truc, j'aurais pu pousser un peu le bouchon pour la mettre derrière. Ça m'a pas semblé fair play alors qu'on était tous les deux en train de préparer le coup de vent. Voilà. Je me suis toujours dit que la position que j'avais à l'entrée du Grand Sud, c'est celle que j'aurais à la sortie du Grand Sud. Ma position par rapport aux concurrents. En gros, je m'étais donné de jouer sur l'Atlantique et sur l'Atlantique, au retour. Donc voilà. Donc, bah écoute, si je la mange pas, c'est pas grave. Elle fait une belle course, on fait des belles trajectoires, on essaie de faire aller nos bateaux le plus vite possible. Moi, si j'arrive derrière Miranda, mais si j'arrive, ça me va. Oui, c'est bien. Même si c'est 2 jours après. Super. Merci Clément, c'est vraiment super ce que tu dis. Et faut pas oublier, faut pas oublier un truc, hein. Faut savoir d'où elle vient, Miranda. Hein. Bien sûr. Parce que là, on est un peu en queue de peloton, mais c'est Miranda Meron quand même, hein. Ouais. Je veux dire, il y a 19 ans, elle faisait la Volvo, elle passait le Cap Horn sur un Volvo, hein.
Donc je veux dire, c'est un grand marin, elle est hyper forte, elle connaît bien le truc, elle a un mental d'acier, c'est une super nana. Alors c'est sûr que là on brille pas nécessairement, ça peut paraître bizarre pour ceux qui sont dans leur canapé, mais je peux vous dire qu'on se défonce pour aller au plus vite possible. Et Miranda fait partie des très grands marins, des gens que j'estime énormément. Et en parlant justement du trajet, c'est-à-dire tu penses passer le Cap Horn dans combien de temps à peu près? Et dans quelles conditions? Ah ah! Écoute, tout va dépendre de tout va dépendre des 30 prochaines heures, des 24, même pas. Je serai fixé vers, je sais pas, vers 10 heures demain matin. Je pense que déjà j'en saurai un peu plus. Aujourd'hui, je veux pas. En plus, je crois que un truc sur Facebook qui a été fait sur les temps de passage, des destinations de temps de passage. Alors je vais peut-être pas griller la cartouche. Non, je sais pas. Je saurais pas te dire exactement parce que tout va dépendre des prochains fichiers là. Les prochains fichiers dans 24 heures vont nous donner de la précision. Voilà. Alors il y a. Sachant que j'ai pas mon petit Genax pour terminer. Donc tu vois. Il y a Alexandre, nous là depuis un quart d'heure on admire ton superbe sourire, t'as une pêche d'enfer, c'est dingue. Alors la question d'Alexandre, c'est quelle est ta recette miracle, Clément, pour avoir toujours le sourire sur ce Vendée Globe, parce que là on peut dire que tu es dans des conditions quand même extrêmes. Bah écoute, là j'en sais rien, c'est le fait de vous avoir aussi, c'est mon côté aussi sociable, je veux dire, ça me fait plaisir d'être avec vous, ça me fait plaisir de parler aussi, de parler à quelqu'un, tu vois, c'est vraiment, depuis le début, quand je parle sur mes vidéos et tout, j'ai vraiment la sensation d'échanger, quoi, c'était le projet, de faire passer, de communiquer, après, voilà. Moi j'ai des moments un peu plus down, mais globalement je me dis que voilà, faut garder le rythme et garder la pêche, mettre de la musique, voilà, faut garder faut garder le moral, quoi, faut pas se laisser abattre parce que ça sert à rien, ça te fait pas gagner, quoi. Bah, c'est très très beau. Bon, moi ça se traduit par le sourire, ça pourrait être autre chose. Ouais, c'est magnifique. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on voit d'ailleurs pour tous ceux qui sont à terre là en ce moment avec l'évolution désastreuse du Covid, où tout le monde est quand même il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations abominables. C'est une très belle leçon parce qu'on voit bien, là on voit passer les embruns sur les images, on voit la vitesse du bateau, on voit les conditions météo et on voit un énorme sourire. C'est magnifique, c'est sublime, ça donne envie à tout le monde finalement, non pas de se tirer de la terre, mais enfin peut-être que tout le monde devrait aller en mer avec toi. Alors, ça fait des super images, merci écoute, Clément. Bravo. Franchement, je me régale. Je me régale et je sais que je sais que c'est galère pour vous, quoi. Franchement, je sais que c'est galère pour vous en ce moment et je sais que ça va être galère pour moi en rentrant, en arrivant, tu vois. Voilà. Mais donc courage, quoi. Mais vraiment courage. Donc effectivement, bah. C'était peut-être le bon Vendée Globe à faire. C'est peut-être celui-là qu'il fallait faire. Bon, Clément. C'est pas pour les conditions météo, mais au moins pour les conditions sociales. En tout cas, c'est super. Clément, Merci c'est Clément. magnifique de te voir. Là, on est tous vraiment ébahis. On est ravis de te voir. Bravo. Cet immense sourire, la mer derrière, déchaînée. Bravo, félicitations. Ouais, c'est Joe. C'est quand même hallucinant. Ça va vite là. Ça s'appelle l'esprit d'aventure et tu n'en manques pas. Donc merci à toi d'avoir pu converser un petit peu avec nous. On te souhaite un bon vent. On souhaite surtout que les 60 nœuds ne te rattrapent pas. Merci. Merci. Merci infiniment. Et Clément, j'espère aussi. Un bon Cap Horn à toi. Ouais.
Bravo pour le passage du Cap profites-en Horn. de ce Cap Horn. Tu Croise les doigts pour le passer. tu seras capornier et c'est un événement dans ta vie, tu t'en rappelleras toute ta vie. Profites-en. Quand j'y serai. On en parle après. Ouais. Bon courage, on est avec toi. Tous les Toulonnais, les Varois sont avec toi. La prochaine fois. Salut. Merci Clément, merci, bon vent. Merci. Bravo. Merci à vous les gars, à plus. Merci à tout le monde. Ciao. Oui, bravo, merci. Il est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Ça donne. Ces marins nous donnent une leçon de non. Enfin, Jean-Guy, c'est quand même extraordinaire. De voir ce sourire, super, cette patate, cette envie de parler, cette envie de raconter. Ça fait envie, non? Bah oui, ça fait très envie parce que là, il y a pas mal de déprimés en ce moment sur la terre. Et là, en tout cas, eux sont dans une nécessité de vitale, quoi. Non, de vie. C'est très beau. Lui, il fait passer l'adrénaline en fait. Hein. Il a des images de dingue. Quoi. C'est vrai que là, le bateau parce que là, marche à fond la caisse. Il faut se rendre compte que ça va très très vite quand là, on est sur le bateau. Lui, il a pris l'habitude, mais ouais, c'est ça. Lui, il est tranquille, il est paisible, décontracté, mais c'est extraordinaire. Ça marche à 18-20 nœuds, quoi. Là, hein. Il est à cette vitesse-là, hein, en ce moment. Ah oui, il va très vite. Donc moi je trouve que c'est et puis on le sent vraiment cool quoi hein, et sans doute plus cool qu'au début encore hein, il a beaucoup évolué je trouve beaucoup mûri je trouve aussi et vraiment c'est super sympa quoi hein, vraiment on a bien fait de l'inviter hein. Ah bah oui très bien et puis lui de nous inviter sur son bateau parce qu'on a vraiment de la chance on a vraiment de la chance donc alors pour faire pour nos internautes là pour faire un petit récapitulatif avec toi sur la course là il y a tout à l'heure, tu disais avant l'émission que c'est quand même extraordinaire ce qui se passe en tête de la course. Ouais, c'est sans précédent d'ailleurs. Hein. On a un regroupement général ou quasi général, ou en tout cas, il y a une dizaine de bateaux qui se tiennent dans un mouchoir, avec des rebondissements de classement en classement. Donc, d'heure en heure, on a des bouleversements de classement. On a quand même des hommes solides devant, hein, Bestaven et Dalin qui sont vraiment solides aux premières places, avec également Ruyant. Mais on constate que Louis Burton, qui faisait déjà une remontée infernale, enfin incroyable, la semaine dernière, il a continué, il est remonté encore au classement. Et au dernier, je crois l'avoir vu en 3e position. Je trouve ça génial. Il faut se rappeler qu'il a le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe, donc c'est quand même pas rien. Hein. C'est des bateaux hyper performants. Et puis il est surtout très bien mené par Louis. Est-ce qu'il aura, on voit les images. Moyens? On voit les images sur le classement. On voit que c'est vrai, ils sont quand même après plus de 2 mois de course, ils sont quand même. Ils sont collés, quoi. Hein, là, vraiment, 150 000 d'écart, c'est rien du tout. Tout peut à l'échelle du Vendée Globe, tout peut se passer. Là, il semblerait que les premiers ont rencontré les conditions d'Alizé. Il semblerait. Et donc maintenant ça va aller assez vite le long du Brésil, ils vont remonter assez vite vers Recife et puis rejoindre le poteau noir rapidement. Est-ce que les écarts vont se stabiliser comme ça? On verra bien. En tout cas c'est génial d'avoir un tel regroupement parce que là il y a un vrai suspense. On se rappelle que les autres années, le premier quand il est en tête, il est vraiment sérieusement en tête. Ouais, Il y a eu très peu de regroupements aussi nombreux. Il y a eu quelques regroupements, je pense notamment à Desjoyaux, Hélène MacArthur en 2000, où Hélène MacArthur arrivée au poteau noir était à égalité avec Desjoyaux. Mais sinon, avec un tel nombre de bateaux, pour moi, c'est du sans précédent. Voilà, donc c'est absolument génial. Je trouve que le public a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance dans les. On vit quand même. Des choses terribles sur le continent et dans le monde entier. Et là, on a un truc de dingue à vivre. Heureusement qu'on peut se... Ça nous fait un peu d'air frais, je dirais. Ça nous fait un peu, oui. pour de bon. Et puis, alors, les images de Clément étaient géniales. Amis, tout le monde est content, c'est vrai. Et puis là, on a eu... Donc maintenant, parce qu'on va être, bien entendu, comme vous l'avez compris, dans notre thématique Passion Bleue, grâce à cette émission, on va être bientôt en ligne directe avec Sébastien Destremo, donc... ton frère. Alors bon, Sébastien a eu beaucoup d'ennuis techniques de son pilote et encore plus encore. Donc, alors peut-être avant de le contacter, de lui parler, qu'est-ce que tu pourrais nous dire puisque
tu fais partie, n'est-ce pas, de l'équipe technique. Et donc, tu es en ligne toute la journée avec Sébastien, avec d'autres personnes. Comment ça se passe exactement? Eh bien, en ce moment, il a vraiment, depuis la fin de l'année, une succession de difficultés avec des problèmes de pilote automatique, des problèmes électriques et y compris des problèmes structurels. Mais bon, disons que ce problème structurel de bout dehors est moins grave parce que ça l'empêche pas de naviguer. Le problème qui est beaucoup plus grave, c'est plutôt les problèmes de pilote qui sont des problèmes récurrents. Et on travaille sur ce sujet avec les spécialistes de la question, donc les professionnels de ces appareils-là. Et petit à petit, on trouve des solutions qui permettent de résoudre, mais malheureusement, ce n'est que temporaire. Jusqu'à présent, ce n'est que temporaire. On n'a pas réussi à vraiment régler le problème, comme a pu le souligner tout à l'heure Clément, avec un bateau qui marche à fond la caisse, tout droit, stable et avec une grande confiance pour Clément. Là, ce n'est pas le cas encore pour Sébastien, effectivement. Ce matin, il était à l'arrêt et encore avec une panne importante. Alors lui, et complexe, quoi, parce que finalement, il faut comprendre que sur ces bateaux, il faut devenir informaticien, il faut devenir hydraulicien. Enfin, il faut savoir faire des stratifications de carbone. Il faut savoir démonter un moteur électrique. Il a fallu qu'il change les charbons d'un moteur électrique. Bon, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un moteur électrique, c'est très bien. Mais pour ceux qui ne le savent pas, et Sébastien en fait partie... Comme moi, par exemple. C'est pas simple, quoi. Il faut oser quand même ouvrir un moteur électrique. Qu'est-ce que c'est qu'un charbon? Où est-ce que ça se met? Qu'est-ce que c'est que le rotor? Qu'est-ce que c'est que le stator? Dans quel sens ça marche? Etc. Enfin bref, c'est des données techniques. Ils ne sont pas comme ça à la portée du premier venu. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que par rapport à justement l'évolution de la course à voile, bien sûr les bateaux sont de plus en plus sophistiqués et précisément ils sont de plus en plus techniques. La technique est de plus en plus une sophistication intense. Ouais. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça met les marins finalement d'abord dans des situations où ils peuvent avoir beaucoup de pannes comme c'est pas mal le cas, et puis comme Isabelle Josque qui a dû abandonner malheureusement avec ses problèmes de quilles. Donc tu n'as pas le sentiment que les bateaux deviennent de plus en plus compliqués et que c'est un peu un problème? Moi, je ne trouve pas que ce soit vraiment un problème parce que finalement, les avaries, on a connu les avaries depuis la création du Vendée Globe et avant encore. Donc des avaries, il y en a toujours eu. On dit que les Vendée Globe sont terminés par environ 50% des partants. Cette année, il y aura sans doute beaucoup plus d'arrivées que ça. Hein. On sera à moins de pertes, entre guillemets. Après, les bateaux ont toujours été complexes et il y a toujours une volonté d'aller de l'avant et d'apporter un peu plus de technique, un peu plus de sophistication. Cette fois, les foils compliquent encore le jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que le marin qui part pour le tour du monde, il doit avoir un portefeuille de compétences dans sa poche, au départ du Vendée Globe, qui doit être vraiment importante, et c'est vraiment pas à la portée du premier venu. Ça c'est vrai. J'ai l'impression que est en train de nous apparaître les images de Sébastien. J'ai l'impression que là, on est en contact maintenant direct avec Sébastien. Sébastien, est-ce que tu... Non, pas encore. Tu nous entends. Il n'est pas encore en ligne. De son installation. Je me tourne vers la technique. Dans combien de temps? C'est bien parti. Donc évidemment, on attend. Voilà. Alors, ça, ce sont des images donc que tu pourrais peut-être commenter, toi, Jean-Guy, puisque tu les connais par cœur. Alors, non, parce que je fais ça plutôt en mode téléphone ou par texto. On échange comme ça. On entend un bruit. On entend un bruit. Un bruit de mouvement. Moi, je vous entends, depuis 5 minutes. Voilà, il nous entend depuis le début. Alors, merde. Donc, Sébastien, bonjour. Alors, Sébastien, tu nous entends, mais oui, tu te cachais, en fait. Mais bonjour. Il est super loin pour nous espionner. Alors, c'est très, très loin quand même, mais il y arrive à nous entendre. C'est la voix de Dieu qui arrive. Ouais, mais je vous écoutais passionnément, voilà, en vous montrant ma table de chirurgie. Ah oui, c'est ça qu'on voyait. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu es en train ce que nous voyons sur l'image et que tu donc es en train de filmer, et après on parlera un peu de la situation générale.
Bah, c'est un petit peu ce que Jean-Guy expliquait tout à l'heure. Bon, d'abord, bonsoir maman, hein, parce qu'autrement je vais me faire engueuler. Absolument. Ici, ouais, bah oui, là, il faut pas se louper avec maman, il faut pas se louper, jamais, hein, jamais d'erreur. Hein. Non, c'est bon, il y a eu un sourire, ne t'inquiète pas Sébastien, tout se passe bien ici au studio. Donc là, ici, je pointe du doigt sur une pompe, ça c'est une pompe de moteur hydraulique, de pilote automatique hydraulique, pompe qui nous cause beaucoup de soucis depuis des semaines, depuis mi-décembre. Puisque à l'intérieur de cette pompe, ici, là-dedans, se logent 6 ressorts. Des petits ressorts, grands comme ça. Et c'est ces ressorts qui cassent. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Donc voilà. Donc là, on a un ressort qui a cassé hier. Mais c'est rajouté un problème. Ça a rajouté un problème parce que changer le ressort, c'est pas très compliqué. Mais il y a un problème de retour et du coup, le pilote ne fonctionne que dans un sens. Voilà. Donc là, j'ai préparé tous mes petits outils. Donc je commence par la torche et évidemment la frontale, hein, puisque ça se passe derrière. Hein. Ça se passe dans le noir. La clé Allen pour aller ouvrir, parce que je dois démonter la pompe en place, la remplacer par celle-là, par cette pompe-là. Le scotch indispensable, couteau indispensable, les Airman, celui-là, vous faites pas de bateau sans les Airman. Et voilà, ensuite ça c'est pour démonter, c'est les clés 17 et 19 pour démonter les flexibles, et ça c'est pour démonter la pompe, et ça c'est pour purger, et ça c'est pour s'essuyer, parce qu'il y a de l'huile partout. Voilà. D'accord. Alors malheureusement, je n'ai pas sous la main d'infirmière qui pourrait me passer les outils quand j'en ai besoin. Voilà, donc moi je prépare mes outils comme ça, et ensuite je suis sûr de rien oublier, et je mets tout dans la poche, et je vais derrière dans la malle, dans la soute arrière, et je répare. Eh oui. Voilà. Voilà ce à quoi il passe ses journées en ce moment. Où est-ce que... D'accord. Donc... voilà, ça fait 24 heures. 24 heures, c'est ça, c'est-à-dire, c'est ce que disait Jean-Guillaume, c'est-à-dire, c'est les conditions techniques, et puis ce problème de pilote à répétition, ça devient... comment est-ce que... Donc la première question que te posent des élèves fidèles, c'est, Sébastien, qu'est-ce qui vous permet de tenir dans ces moments difficiles du Vendée Globe ? C'est Anne-Sophie qui dit ça. Qu'est-ce qui me permet de tenir ? Bah d'abord, bon, merci Anne-Sophie pour la question. Et bah c'est pas comme si je pouvais descendre, tu vois. Je suis un petit peu enfermé sur mon bazar là. Et en fait, c'est marrant parce que j'y pensais en attendant cette conversation, et je me disais, ce qui est pénible, c'est que là, c'est quand même un problème récurrent, et c'est pas évident, hein, parce que là, on attaque le Pacifique. Il n'y a pas beaucoup de ports hein, dans le Pacifique hein, pour s'arrêter. Mais tu vois, quand t'as une panne comme ça, et ça fait 24 heures que ça dure, ou à peu près 20 heures que ça dure, tu te dis, il faut que je rentre dans un port. Et puis tu vas réparer. Et une fois que c'est réparé, tu te dis, pourquoi j'irai dans un port ? Il marche très bien ce bateau. Donc je continue. Voilà, c'est un cercle vicieux un peu débile qui fait que tu continues. C'est parce que tu es obligé de réparer de toute façon. Tu peux pas naviguer sans. Alors il faut réparer. Alors, en classe de 6e bleu de Notre-Dame des Missions, des questions un peu triviales, mais comment se passent les nuits ? Comment entretenez-vous votre condition physique ? Avec quel coéquipier vous êtes-vous senti le mieux ?
Alors là, pour le Vendée Globe, des coéquipiers... Bon, enfin, il y a des enfants qui ont des questions un peu bizarres, mais je pense que ça se rapporte à d'autres courses. Ouais. C'est possible. Déjà, mon meilleur coéquipier sur ce bateau, c'est moi, hein, c'est moi-même. Parce que je fais le Vendée Globe à deux, moi. Je fais le Vendée Globe avec moi-même. Et donc, voilà, c'est mon meilleur équipier. D'ailleurs, souvent, je l'envoie faire tous les sales boulots, hein. Moi-même, quand j'ai pas envie d'aller, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, j'envoie moi-même, hein. Je lui dis, allez, c'est toi qui t'y colle. Allez, hop. Et, non, mais autrement, je me souviens plus du reste de la question, d'ailleurs. La question, c'est comment se passent tes nuits, donc comment est-ce que tu te sens physiquement, est-ce que ça va après 2 mois de course, parce qu'il y a 2 mois de... Ah oui. Ça fait plus de 2 mois maintenant que tu es parti. Ouais. Ouais, écoute, alors les nuits se passent très très bien. Bon là, cette nuit qui vient de se passer, je n'ai dormi qu'1 heure, donc elle a été extrêmement courte. Mais autrement, normalement, je dors quand même pas mal. Je dors quand même pas mal. Hein. Y a pas forcément la nuit. Hein. On dort un peu quand on peut, mais je dors bien. Et puis, ces 2 mois seul, c'est pas très compliqué. Hein. Non, ça va. Bien sûr, il y a des gens qui me manquent. Il y a des personnes qui me manquent, mais bon. Jeanne demande si tu t'ennuies parfois. C'est une question qu'on a déjà posée. Bien sûr que je m'ennuie. C'est bien de s'ennuyer. Ouais, bien sûr. Je m'ennuie et j'aime bien m'ennuyer. Ça permet de créer, d'être créatif. Est-ce que tu pourrais nous montrer quel temps il fait à l'extérieur là pour l'instant? Tout à l'heure, Jean-Guillaume disait qu'il y avait un peu que le temps était assez calme là, que tu étais malheureusement dans un peu de pétole. Comment ça se passe là? Ah bah ouais, alors attends, je vais te montrer. Bah oui, là il y a pas un souffle. Enfin, il y a très très peu de vent. Ah oui, d'accord. Il y a du brouillard. Il y a de la mer et on est avec le bateau à l'arrêt. On appelle ça à la cape. Enfin bon, là il s'est mis à l'envers. Il fait des tours sur lui-même. Il est en marche arrière. Ah oui. Voilà. Donc je le laisse faire sa vie. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui s'abîme. Voilà. Et comme ça me permet de travailler sereinement à l'intérieur. Donc tu vois la barre est attachée. Là, la barre de secours, elle est attachée. Voilà. Le bateau est à la dérive tant qu'on n'aura pas réglé le problème. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème, on restera à la dérive. Voilà. Mais là, on va le régler maintenant. C'est bon. Maintenant, on a décidé de changer de pompe. Voilà, c'est la pompe qui est en place est défectueuse. Je vais la changer. J'en ai pour 2 heures et après je repars. Dans 2 heures, je navigue. Et alors après, donc tu espères que qu'est-ce que dit la météo là où tu en es? C'est-à-dire que tu vas récupérer, si tu arrives à réparer dans 2 heures, tu vas pouvoir récupérer un peu de vent et puis le bateau va repartir? Oui, alors la prévision météo, il devrait y avoir 20 nœuds, 25 nœuds de nord-ouest, donc du vent du grand largue pour partir. Après, tu sais, Charles, ces problèmes de pilote automatique, c'est pas évident. Là, quand ça a commencé le 15 décembre, quand ça a commencé, j'étais aux îles Crozet. Et devant moi, j'avais plein de possibilités de m'arrêter. J'avais l'Australie, j'avais toute l'Australie, j'avais la Nouvelle-Zélande, j'avais plein de choses. Là maintenant, j'attaque un océan qui s'appelle l'océan Pacifique. Et la seule porte de sortie, c'est le Cap Horn. Et le Cap Horn, c'est à 4000 milles. Et le Cap Horn, c'est un caillou. Hein. Donc, il faut quand même réfléchir à savoir si... avec le matériel que j'ai à bord et le passif, les 4 ou 5 semaines que je viens de passer,
Est-ce que le bateau, est-ce qu'il est raisonnable de prendre la route du Horn? Et voilà, j'ai deux ressorts de côté. Et ça fait quatre ressorts qu'on casse. On en a cassé 4, il en reste 2 de côté. Donc il faut peser le pour et le contre. Ouais. Il n'est pas question de se retrouver au point Nemo ou là où est Clément en ce moment et se retrouver à poil avec plus de pilote. Moi j'ai pas de barre, hein. J'ai cassé la barre du bateau, hein. J'ai plus de système de barre. Donc j'ai qu'une barre de secours avec laquelle tu peux pas barrer, quoi. Tu vois, tu peux pas barrer avec ça. Donc c'est voilà, c'est une réflexion que je mène. Je sais pas si je me sens pas du tout capable de rentrer dans un port avec deux ressorts dans la poche, tu vois, et dire bon ben peut-être que ça l'aurait fait, peut-être pas, voilà. Je sais pas, donc ça, je sais pas. Mais d'un autre côté, partir comme ça, bille en tête, avec des ressorts qui arrêtent pas de casser, et pas de solution, tu vois, pas de remède. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas juste tout simple, quoi. Non, on le comprend, on le comprend parfaitement, parce que c'est vrai que ça s'est beaucoup accumulé, là, ces problèmes techniques, et en particulier ce problème de pilote, là, ça doit être extrêmement pesant, quoi. Mais donc, ça veut dire que tu penses que tu vas prendre une décision, tu vas d'abord faire cette réparation, on a compris, et ensuite tu vas te décider pour savoir si tu vas vers un port ou si au contraire tu poursuis vers le Cap Horn. Quel est le pourcentage de chance de continuer, demande Valentin. Merci Valentin. Comme je disais, je peux pas rentrer dans un port avec 2 ressorts de spare dans la poche. C'est pas possible. C'est pas moi, ça. C'est pas possible. Maintenant, je vais partir. Bien sûr que je vais partir. Je vais faire de l'Est. Mais je vais quand même garder un œil sur un demi-tour, quoi. Tu vois? Parce que si je casse un ressort dans 3-4 jours, faut faire gaffe, quoi. Faut vraiment faire gaffe. Le Pacifique avec le Horn au bout, c'est 57 sud, le Horn, ou je sais pas combien, 57 ou 58 sud. 56. Ouais, enfin voilà, quoi. Ouais, mais c'est pas, peu importe. C'est loin, quoi. Et il y a une question perfide de Hugues qui demande si l'île d'Auckland te tenterait à visiter. Ah, alors, l'île d'Auckland, merci pour la question. L'île d'Auckland, je suis juste à côté de l'île d'Auckland. Et c'est une île qui me parle beaucoup et qui parle évidemment beaucoup à Hugues, dont je suis le jumeau et qui est l'historien de la famille. Et qui m'a fait lire un texte sur cette île d'Auckland et notamment un naufrage du Grifton qui a eu lieu en 1864. Ils étaient 5, ils se sont échoués dans une baie de l'île d'Auckland qui est juste à côté de moi, là, elle est à 50 000. Et ils ont passé 20 mois sur cette île à se nourrir de lions de mer, d'oiseaux. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que parmi eux, il y avait un monsieur qui s'appelait Paul, je sais plus quoi, Runal. Et ce monsieur, c'était un Français qui avait passé 10 ans en Australie en tant que chercheur d'or. Donc il avait des ressources dans ses mains incroyables. Il savait faire plein de choses. Et ce mec,
Ce mec, il a créé de toutes pièces sur une île déserte où il n'y a rien. Il a créé une forge. Il a fabriqué des savons. Il a fabriqué des outils. Ils ont construit une maison avec rien. Ils ont pris toutes les pièces qu'il y avait sur leur bateau et ils ont comme ça amassé toutes les pièces. Ils ont construit une maison. Ils ont créé une constitution. Ils étaient 5. Toutes les semaines, il y avait un chef de constitution qui prenait le relais et qui, comme ça, qui gérait les conflits entre les 5. Et au bout de 20 mois, ils ont construit un esquif, un tout petit bateau en bois, et ils sont partis à 3, et ils ont rejoint l'île Stewart. L'île Stewart qui est à 200 000 au nord. Ils ont mis plusieurs jours pour faire ça. C'était une barcasse, hein, une vraie barcasse. Et ils sont arrivés des morts-vivants sur l'île Stewart. Et ils ont été récupérés et ils sont retournés chercher leurs 2 collègues qui étaient sur l'île d'Auckland. Et ça a été une histoire incroyable en 1865-66. Voilà, donc voilà l'île d'Auckland. Je suis ravi d'être à côté de cette île parce que c'est sur chaque île en fait où chaque île où on passe à côté pendant ce Vendée Globe, il y a des histoires incroyables et celle-là de naufrage, c'est merveilleux quoi. Effectivement, ce sont de très belles histoires. Et il y a une question d'Alexandre qui demande si... Enfin, c'est pas du tout parce que tu viens de raconter cette histoire. Et il demande si tu as parfois des hallucinations sur ton bateau, étant donné que ça fait plus de 60 jours que tu es parti. Et voilà, donc il demande si est-ce que tu as des hallucinations. On sait que tu n'as pas embarqué d'hallucinogènes ou de LSD à bord, mais est-ce que parfois, la solitude te fait halluciner? Ah, alors là, on a un petit incident technique. Ah, voilà, non, on entend, ça y est, tu es revenu, on avait un petit incident technique. Tout va bien. Ah, on a perdu le son, là. Ouais. C'est bon, c'est revenu. Ah, voilà, ça y est, ouais. Non, j'ai pas j'ai pas d'hallucination pour l'instant. Je parle je parle beaucoup tout avec des personnes qui m'ont par exemple où je répète ce que je dois faire, voilà, démonter les mettre dans l'autre pompe, etc. Je me raconte l'histoire, je me déroule l'histoire, je me déroule la manœuvre sur le pont à haute voix. Voilà, je décompose tout à haute voix en fait. Mais c'est pas des hallucinations, c'est voilà, je parle tout seul. Je décompose. Voilà. C'est pour essayer de rien oublier, en fait. Merci beaucoup. Sébastien, j'imagine que tu vas avoir maintenant 2 heures d'un travail intense au fond du bateau. Donc, nous, on va maintenant arriver au terme de cette émission. On va te laisser dans cette, disons, dans cette réparation dans l'huile cruciale, dans l'huile, comme dit Jean-Guilhem à côté de moi. En tout cas, on te souhaite de réussir à retrouver ce putain de pilote automatique, si j'ose dire, parce que c'est vrai qu'il te fait, et par ricochet, nous fait beaucoup de soucis. Donc voilà, au moins tu as un peu de temps calme pour la réparation et on espère que le vent va revenir et la féliciter, je dirais. Il y a beaucoup d'encouragements qui arrivent de partout. Oui, la félicité, voilà. Tout le monde. Vive le Phénix, dit Alain. Et puis des encouragements de la famille tout entière qui sont là aussi pour soutenir, pour encourager, pour essayer d'aider à trouver des solutions, dire que tout le monde comprend ce qui se passe et en tout cas est attentif à la décision que tu pourrais être amené à prendre. En tout cas, tout le monde t'encourage évidemment à continuer, mais pas à n'importe quel prix. Et voilà quoi. Voilà. On continue de suivre ça de près. En tout cas, pour répondre à une petite question d'un Sébastien qu'on voit arriver sur nos écrans, est-ce que les marins toulonnais seront reçus aux Libertés et à Château-Vallon? Bien entendu, à leur retour. Donc, tout le monde ici, à quelques moments que ce soit, t'attend avec beaucoup d'impatience.
Voilà, donc bon vent, j'allais dire. Bon vent Et bon Pacifique. Et bon Pacifique. Et merci de nous avoir encore une fois soulevé avec ton enthousiasme et puis contre vents et marées de pouvoir tenir le coup. Donc félicitations, bravo, merci. Nous ici, on est avec le Covid. Et on aimerait être en mer avec tous les marins qu'on voit sur le Vendée Globe. Merci Sébastien. De la part d'Aline Bravo. aussi. Toujours Aline, toujours présente, toujours fidèle. Merci. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci Charles. Merci. Salut, Jean. à bientôt, à très vite. Ah, merci à Aline aussi. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci, bye. On vous embrasse. Bye, bye. Bye. Merci beaucoup. Donc merci à tous les internautes, merci à vous pour cette superbe émission, les 5e du collège Marcel Pagnol, la 6e bleue de Notre-Dame des Missions, le CM2, l'école du Mourillon. On a essayé de relayer quelques questions, comme vous le voyez, les marins sont très prolixes, donc tant mieux d'ailleurs, et on peut pas comment dirais-je, les brider. Oui. Bon, donc on essaie de poser. Mais Olivier Caillé, encore une fois, directeur, et Erwan Renan, chef de projet chez Hectacom, merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on a la chance d'être en liaison avec ces marins qui sont, je vous le rappelle, si loin dans l'océan, dans l'océan Pacifique, l'autre qui arrive au Cap Horn. Merci donc à Hectacom. Hervé Borde du Vendée Globe, merci à lui aussi. Nous avons derrière nous l'équipe technique qui, comme d'habitude, fait des merveilles. Michael, Claire, toute l'équipe du Théma, Tiffaine, on voit tout autour de nous, parce que là, on nous voit que nous deux, mais il y a un monde fou autour de nous. Enfin, attention, à bonne distance physique, monsieur le préfet, bien entendu, il y a quelques personnes dans la salle qui sont de l'équipe du Théma, Alison, les deux Tiffaine, Karim, le directeur technique, Claire, je l'ai cité, l'équipe des relations avec le public, bien entendu, Françoise, Sophie, Cécile et Maude. Cécile est là, mais les autres ne sont pas là ce soir. Et l'équipe communication que nous avons devant nous, à nos pieds, je dirais, quasiment à genoux, sous la caméra, Mathieu et Charlotte. Merci à tout le monde. Donc, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Nous, on a des petits laissez-passer parce que, comme vous le savez, on est à Toulon et le couvre-feu nous aurait imposé de ne pas faire cette émission, mais on a une petite dérogation pour pouvoir faire cette émission. Merci Jean-Guilhem. Merci le Liberté, merci Charles, merci à toute l'équipe. Vraiment. Merci à vous d'être aussi nombreux, toujours présents. Et comme vous l'avez vu, on a encore vécu des moments fantastiques avec ces deux marins qui sont dans des situations fort différentes, mais qui nous ont bien bouleversés. Parce que avec c'est grand courage de la part des deux. Clément, vraiment super enthousiaste, super dynamique, enfin vraiment plein d'adrénaline. Et Sébastien, quand même, un peu plombé, quand même, hein, avec des décisions un peu compliquées à prendre là dans les prochains jours. Ouais. Hein, donc on va suivre ça, j'imagine toi d'abord de très près, puisque tu fais partie du team, comme on dit. On n'a pas parlé de celui qui est en cause, qui est le coupable, hein, mais la prochaine fois, on va l'identifier, on va le dévoiler. Absolument. Merci, au revoir, à très bientôt à tout le monde. Et encore une fois, hommage à Georges Pernou qui nous a quittés et qu'on aimait beaucoup, parce qu'on aime beaucoup la mer. Et on aime tous ceux qui s'y intéressent. À bientôt. Au revoir.